On va commencer là par 10 minutes environ d'une mise en situation théâtrale qu'on va vous présenter maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok. Est-ce que Christophe est prêt? C'est aussi important ça. Je suis prêt. Très bien. Et ben nous allons commencer cette mise en situation. Donc cette mise en situation, vous allez imaginer deux personnages qui sont dans un quartier résidentiel. Dans ce quartier résidentiel, on va trouver donc Robert et Kevin qui sont installés dans leur jardin. Ce jardin est séparé par une haie mitoyenne. Une haie mitoyenne. Ah tiens, salut Robert. Ah, salut Kevin. Ça va? Ouais, j'essaye de tailler ma haie. Je vois ça. Ouais, je vois que la tienne, elle est super nickel, là, de ton côté. Tu pourrais m'expliquer comment tu fais, comme ça, on aura la même haie de chaque côté? Bah écoute, c'est pas très compliqué. Tiens, montre. Ah. Regarde. L'important, c'est le niveau. Mhm. Donc tu prends le niveau Prends le niveau. et tu coupes. Et je coupe, d'accord? Ok. Tu prends le niveau Prends le niveau. et tu coupes. Ok. Tu prends le niveau. Ouais, bah attends, je vais le faire. Donc, je prends le niveau, comme ça, Ouais. et je coupe. Oh, attends. Laisse-moi faire, ça sera plus simple. Non, mais montre-moi, et puis après, je vais faire, moi. Non, mais t'inquiète pas, ça me fait plaisir et puis ça m'occupe. Oui, non, mais si tu fais toujours, moi, j'apprends jamais après, hein. D'accord, ouais, mais sinon ça sera pas bien fait, donc je vais le faire, ok? Ah, bon. Tu prends le niveau Oui. et je coupe. Ouais. Je prends le niveau et je coupe. Je prends le niveau et je coupe. Et ainsi de suite. Kevin passe ainsi le reste de la journée à couper la haie de Robert. Et nous allons retrouver Kevin le soir, épuisé par sa journée de labeur, dans sa salle de bain. Oui, Janine? Non, j'étais dehors à tailler la haie. Non, hier je taillais notre haie. Aujourd'hui je taillais le côté de Robert. Mais je sais que c'est pas à moi de le faire. Non mais si je fais rien, il va prendre 2-3 semaines pour faire n'importe quoi et tu me connais, moi la haie elle est pas bien taillée, ça m'énerve. Lui expliquer? Lui expliquer, non mais tu verrais l'empoter. Non, laisse tomber, tu peux rien comprendre. Non, le mieux c'est que je le fasse moi-même, au moins je suis sûr que ça sera bien fait. Oui, Julia? Ah, que la haie est bien taillée? Merci, Julia. Hein, bon, en fait, je dois t'avouer, c'est Kevin qui l'a fait. Ben oui, je voulais lui demander de m'expliquer comment tailler la haie, et puis il l'a fait à ma place. Oui, je sais, Julia, que je t'avais promis que cette fois, c'est moi qui taillerai la haie, mais tu sais comment il est. Oh, lui dire non, t'es marrante, toi. À chaque fois, je lui dis montre-moi, et puis il finit par le faire. Et puis d'après ce qu'il dit, ça lui fait plaisir, alors. Et voilà, je vais encore passer pour un incapable. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Robert dans son jardin, absorbé dans ses pensées. Tiens, salut Robert, comment ça va? Ah, salut Kevin. Ça va, mais là, je suis sur un gros projet, là. Ouf. Ah ouais, je sais ce que c'est le boulot. Ah non, c'est pas le boulot. C'est Julia, elle va avoir 40 ans. Ah, elle les fait pas? Alors tu vois, je voudrais marquer le coup, mais je sais pas quoi faire. J'hésite entre lui offrir un beau voyage ou un beau bijou. Mais là, j'étais en train de me dire, ce qui ferait vraiment l'affaire, c'est de lui organiser une super fête surprise. Mais alors ça veut dire qu'il faut que j'organise tout comme il faut qu'elle se rêve de rien, faut que j'oublie rien, faut que j'assure, quoi, tu vois le truc? Ah mais parfaitement, mais tu sais quoi? Tu pouvais pas mieux tomber. Organiser des fêtes, c'est mon deuxième métier. Je te l'avais pas dit? Non. Bon écoute, est-ce que t'as pensé à une thématique pour ta soirée? Une mise en scène de départ? Non. Non, bon, t'as pensé à un groupe quand même. Une cascade de champagne, une déco spécifique, les faire part au moins. Non, pas encore, non. Ok, bah écoute Robert, t'as bien fait de m'en parler. Tu vas voir, on va organiser la meilleure fête d'anniversaire de Julia de toute sa vie. Ah, tu ne me remercieras jamais assez. Te remercier, mais j'ai rien demandé, non. Le lendemain matin. Ah, Robert, viens voir. Regarde, je t'ai préparé un petit faire-part. Un faire-part? Mais je t'avais dit que je me débrouillais Non, mais tout seul. t'inquiète pas, ça m'a pris 5 minutes, regarde. Non, c'est vrai qu'il est pas mal son truc. Si, par contre, je voulais te demander juste une petite chose. Et je pensais pour l'apéro faire venir un petit groupe qui jouerait un truc style jazz manouche, tout ça. Elle aime bien ça.
Tu connais Non, personne? C'est pas ça qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est un DJ. Un super DJ. Non, mais le DJ. Oui, mais Julia, elle préfère les petits concerts, les ambiances intimes, style chanson française, Non, mais San t'inquiète Severino, pas. tu vois. T'inquiète pas, elles disent tout ça. Si tu veux le DJ, il pourra te passer de la musique française à l'apéro, si tu veux. Mais le mieux, c'est de l'acid jazz, ok? Et après, le DJ, il va te mettre le feu dans ta soirée. Tu verras, ça sera super. Bon, bah, passe-moi le numéro alors. Tiens. Ah. J-Pop. Le dessert. Alors, sinon, au niveau du dessert, qu'est-ce que tu préfères? Un gâteau au chocolat ou un gâteau au café? Je pense que Julia elle préfère le chocolat quand même. Ok, un choix tellement prévisible. Alors que le gâteau au café, c'est un délicieux mélange de différentes saveurs de toutes les parties du monde. Le Brésil, l'Afrique, l'Inde même. Alors, Robert, qu'est-ce que tu préfères? Un vulgaire gâteau au chocolat? Ou le délicieux mélange de saveurs au café qui comblera ta femme à coup sûr? Un gâteau au café. Excellent choix, Robert. Très bien, je vais m'en occuper, je connais parfaitement le pâtissier. Non, non, mais je m'en occupe. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Robert sur son lieu de travail, au téléphone avec sa femme. Mais Julia, comment tu as réussi à deviner que je t'organisais une fête surprise? La femme de Kevin, je veux même pas le croire. Oui, non, mais t'inquiète pas, il y aura juste tes amis proches, la famille. Non, mais non, je m'occupe de tout, j'organise tout, je gère, Julia, je suis manager quand même. Oui, à Venise, tout à fait. Mais bien sûr que je m'en souviens, ma chérie, de ce dîner romantique. Non, là, c'est vrai que le dessert que tu as pris ce soir-là, je m'en rappelle plus vraiment. Bah, ça fait 10 ans quand même, Julia. Oui, enfin 13 ans et 8 mois, d'accord. Et 7 jours. Ah oui, c'est précis, une femme quand même. Non. Tu veux me dire que depuis ce jour-là, tu n'as jamais repris de dessert au café? Non, Julia, oui, mon petit oisillon des îles, mais oui, mais bien sûr, je plaisantais, je sais très bien que tu as horreur du café au dessert. Je voulais... Un DJ? Mais Julia, je vais quand même pas prendre un DJ pour ta fête d'anniversaire alors que je sais que tu n'aimes pas les DJ. Au Macumba? Oh non, alors là, il délire complètement, là. Julia, il exagère, là. Kevin. Ah mais c'est une super nouvelle, donc il sera pour nous pour toute la soirée. C'est génial, je vais le prévenir. Oh là là. Quand Robert va savoir que j'ai réussi à réserver le Macumba pour l'anniversaire de Julia, il va être trop content. Le soir même, Robert aperçoit Kevin dans le jardin. Kevin, je voudrais te parler. Ah, j'ai une super nouvelle, Robert. Tu sais quoi? Mais avant tout, un petit secret. Où t'en es à peu près au niveau de ta préparation? Est-ce que t'as réservé le Digipop? Non. Non, parce qu'il est très demandé, hein. Faudrait pas que tes errances fassent qu'il ne soit plus disponible. Ah, j'adore trop ce gars. Tu verras, il arrive à faire danser n'importe qui. Justement, je voulais t'en parler. Sinon, au niveau du pâtissier, c'est bon. Regarde, j'ai demandé un devis, tu n'as plus qu'à signer la commande. La commande? Mais je t'ai jamais demandé de commander le gâteau. Et d'abord, j'aime pas les gâteaux au café. Attends, c'est pas un simple gâteau au café que je te propose. C'est un délicieux mélange de tous les nectars de café du monde entier, de l'Afrique. Pas de café, ni d'Afrique, ni d'ailleurs. C'est ma fête pour ma femme avec mes idées. Point final. Attends, c'est quand même les 40 ans de Julia, Robert. Si tu veux que ta femme passe le reste de sa vie à pleurer sur la misérable fête d'anniversaire que tu lui as organisée, c'est toi qui vois, hein. Béatrice, qui habite en haut de la rue, tu la connais? Eh ben, c'est pour ça qu'elle a quitté son mari. Enfin, je crois. C'est possible, mais je m'en fous. Mais... Et le Macumba? Pendant 15 jours, Robert réussit à éviter Kevin. Ah, Robert! Ah, Kevin. Alors, comment ça se passe l'organisation de ta fête? T'arrives à t'en sortir quand même? Bah écoute, je ne te cache pas que Julia est au courant, mais j'ai quand même réussi à lui réserver quelques bonnes surprises et je pense qu'elle va apprécier. Ouais, ça m'a l'air gentil tout ça. Bon, avec Janine, on se demandait qu'est-ce que tu préfères, qu'on vienne avec du vin rouge ou plutôt du vin blanc? Je te cache pas que le vin blanc est plus approprié, mais bon, j'ai bien compris, c'est toi qui décides. Il y a peut-être un malentendu là, Kevin, mais
C'est une fête intime de Julia avec les amis proches et la famille et vous n'êtes pas invité. Quoi? Je suis pas invité? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Non mais attends, je t'ai trouvé un groupe, un DJ, j'ai trouvé un gâteau, je t'ai fait les faire part. Et J'ai même été chez le pâtissier pour demander un devis pour ton gâteau. Attends, sans compter la haie que j'ai taillée. Attends, Kevin. Soyons clairs. Je ne t'ai jamais rien demandé de tout ça. Attends, alors là tu ne manques pas de culot quand même, hein? T'étais bien content de me trouver, espèce d'ingrat. Ingrat, moi? Attends, à chaque fois je te dis non, attends, t'inquiète, je vais le faire, je vais me débrouiller, je vais le faire, puis tu le fais à ma place. J'ai l'impression d'être un gamin impotent à tes côtés. Et puis puisque tu parles de la haie, moi je préfère qu'elle soit taillée de manière plus informe, ça fait moins coincé. Coincé? Coincé? Coincé. Donc, merci. Voilà pour la petite introduction et la mise en situation. Maintenant, nous allons procéder à la deuxième partie. Donc, la deuxième partie, ça va être les apports pédagogiques. Donc, un petit cours assez rapide. L'idée, c'est de faire une vingtaine de minutes et de vous proposer un décryptage de cette scène. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'on y voit? Et comment on peut, quelles solutions on a pour éviter les écueils que rencontrent nos amis Robert et Kevin. Je t'en prie, Christophe, à toi de jouer. Donc, moins qu'un cours, je dirais, c'est un petit éclairage via l'analyse transactionnelle, les jeux psychologiques et le cycle de l'autonomie. Donc, on va faire assez court et assez rapide. On proposera un échange à la fin si vous avez des questions. Donc, pourquoi l'analyse transactionnelle, notamment l'outil des états du moi? Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous l'analyse transactionnelle, certains ont entendu parler, certains non. Bon, je vais se faire assez succinct, mais en même temps, bon, je vais essayer d'être assez clair. Donc, c'est un modèle qui a été créé par un psychologue qui s'appelle Eric Berne, qui propose une modélisation en fait, de la personnalité. Et donc, l'un des fondements de son modèle, c'est ce qu'on appelle les états du moi, c'est de dire qu'en nous, on a trois états. On a un état parent, un état adulte et un état enfant. L'état enfant, c'est tout ce qui est du domaine du ressenti, les besoins, les sensations, les émotions, donc c'est quelque chose qu'on a dès la naissance. L'état parent, c'est tout ce qu'on a du domaine de l'appris, et notamment tout ce qu'on mimétise de nos figures éducationnelles, donc à commencer par les parents, mais aussi ensuite à l'école et toutes les figures de référence. Et ensuite, l'état adulte, qui est tout ce qui est du domaine du pensée qu'on commence à construire à partir de l'âge de raison, à partir des informations qu'on recueille et qu'on traite et qu'on analyse. Donc évidemment, on n'a pas tous ces trois ronds dans la tête. Hein. C'est une grille de lecture, c'est un modèle qui nous permet de mieux comprendre, notamment à la fois comment on fonctionne en interne et nos interactions avec l'autre. Donc, schématiquement, donc, le parent, c'est tout ce qui est règlement intérieur, les recettes, c'est-à-dire les recettes, quelque chose qu'on nous dit, c'est comme ça qu'on fait, c'est pas discutable, les normes et les valeurs. Au niveau de l'adulte, c'est tout ce qui est plutôt processus, méthode et moyens. Et au niveau de l'enfant, c'est tout ce qui est motivation, créativité, climat et ambiance. Alors, si on rentre un peu plus précisément dans le modèle, vous allez comprendre pourquoi on rentre un peu plus précisément. Au niveau du parent, on a deux parents. On a ce qu'on appelle un parent normatif, donc on met en général à gauche. Donc tout ce qui est les règles, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc si on, d'une manière, enfin pas caricaturale, mais de manière un petit peu caractéristique, on va dire que c'est un peu le père, la figure du père. Et le parent nourricier qui est plus la figure de la mère ou de la mère juive, c'est-à-dire la mère qui fait attention, qui va expliquer comment faire, qui va prendre du temps. Donc l'adulte, il n'y a qu'un adulte, hein, c'est un processeur, c'est un ordinateur, donc c'est notre processeur, c'est notre cerveau. Et puis, chez l'enfant, il y a deux types d'enfants. Il y a l'enfant adapté. Donc l'enfant adapté, ça veut dire qu'il s'adapte aux parents. Donc c'est-à-dire que si moi, quand je me suis construit, j'ai réagi par exemple à figure parentale. Donc soit j'ai réagi en me soumettant, enfant adapté soumis, soit j'ai réagi en me rebellant, donc enfant adapté rebelle. Et il y a ce qui est l'enfant libre. Donc l'enfant libre, c'est l'enfant, c'est ce qu'on exprime spontanément en faisant complètement fi de la figure parentale. Typiquement, c'est l'enfant à la cour de récréation, il ne va pas rentrer, mais ce n'est pas parce qu'il se rebelle à la fin de la récréation, c'est juste qu'il a encore envie de jouer, quoi. Et c'est ce qu'on essaye de développer. Quand on essaye de développer la confiance en soi, l'estime de soi, ce qu'on essaye de développer, c'est l'enfant libre. Alors, si on rentre encore plus précisément, je disais qu'évidemment, on n'a pas trois ronds dans la tête, et en même temps, il n'y a pas une chose qui est meilleure que l'autre. C'est-à-dire que c'est, en fait, l'objectif dans ce que propose Eric Berne à travers l'analyse transactionnelle et les états du moi, c'est de dire qu'une personne bien développée a les trois états du moi bien développés et sait analyser à peu près où il est et sait passer d'un état du moi à l'autre. À être parent quand il faut être parent, être adulte quand il faut être adulte et être enfant quand il faut être enfant.
Et chacun de ces états, y compris les sous-états, on va dire, ont un côté positif et un côté négatif. Donc on va voir d'abord les côtés positifs. Donc en haut à gauche, le parent normatif positif, c'est le côté protection. C'est typiquement le parent à son enfant qui va dire « Non, attention, touche pas à la cheminée, tu vas te brûler ». Au niveau management, ça va être le manager qui va dire à son manager, par exemple, non, sur ce projet-là, il vaut peut-être mieux pas y aller, parce que tu vas au casse-pipe, là, faut pas y aller. Le côté parent nourricier positif, c'est juste donner des permissions. Enfin, vas-y mon fils, tu peux y aller, ou pareil, manager, allez-y, prenez le projet en main, on vous donne la permission et on ne contrôle pas tout. Au niveau adulte, le côté positif, c'est le côté factuel, et notamment quand il y a un conflit, par exemple, et que l'émotion est très forte et très prenante, c'est de sortir de l'émotion, de sortir des conflits et de savoir revenir sur les faits. Donc, on appelle ça en analyse relationnelle repasser en mode adulte. Et au niveau des enfants, au niveau de l'enfant adapté soumis, son côté positif, c'est qu'il s'adapte. Parce que quand il y a des règles, notamment dans une société, que ce soit la société avec un grand S ou dans une entreprise, il y a des règles et il faut aussi les respecter. Donc l'enfant adapté soumis positif, il sait s'adapter. L'enfant rebelle, le côté positif de l'enfant rebelle, c'est qu'il ose dire non. C'est-à-dire quand ces règles sont arbitraires ou quand on lui demande de faire quelque chose qui n'est pas juste, ben, il va savoir dire non, il ne va pas dire oui pour faire plaisir. Le côté positif de l'enfant libre, c'est sa puissance et sa créativité. D'accord? Et donc c'est ce qu'on essaie de développer à travers l'estime de soi et la confiance. Et maintenant, il y a les côtés négatifs, et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer à travers la pièce qu'on a, le petit morceau qu'on a fait avant. Alors, le côté parent normatif négatif, c'est le côté persécuteur, c'est-à-dire que l'autoritaire devient un peu arbitraire, ou trop prégnant, ou on ne fait pas attention à l'autre. Donc souvent, c'est quand on est pris dans un conflit comme celui qu'on vient de voir tout à l'heure, on a bien vu plusieurs fois, Kevin devient persécuteur vis-à-vis de Robert. Et à la fin, c'est Robert pratiquement qui persécute Kevin. On va expliquer ce petit mécanisme tout à l'heure. Le sauveur, c'est ce qu'on a essayé d'illustrer beaucoup avec, c'est l'entrée, entre guillemets, de Kevin, c'est celui qui fait quelque chose pour l'autre alors qu'on ne lui a rien demandé. Donc, dans la société, souvent, ça part de bonnes intentions, on veut aider l'autre, sauf que comme l'autre ne nous a rien demandé, au bout d'un moment, il se sent écrasé par ce sauvetage, et du coup, il ne sait pas comment s'en tirer. Le côté négatif de l'adulte, c'est la machine, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'émotion, et du coup, vous connaissez peut-être quelques exemples de personnes comme ça qui sont un cerveau très développé, qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas beaucoup d'émotions. C'est pas toujours évident ils vont pas, par exemple, pas tenir compte des émotions des autres, et ça peut être difficile, par exemple, dans un environnement de travail. Au niveau négatif, au niveau de l'enfant, alors l'enfant soumis, son côté négatif, c'est que c'est un béni oui-oui. Donc là, typiquement, c'est Robert. C'est Robert qui dit, il devrait dire non à Kevin. Il dit non, là, c'est moi qui la taille, mais finalement, il finit par dire oui. Alors, j'ai pas demandé tout à l'heure, tu pouvais nous faire un petit exemple de persécuteur, juste pour nous remettre... Écoute, après tout, ce n'est que les 40 ans de Julia, Robert. Si tu veux que ta femme passe le reste de sa vie à se plaindre sur sa misérable fête d'anniversaire que tu lui as organisée, c'est toi qui vois. Hein. Ça, c'est un persécuteur. Donc ça, c'était Kevin en persécuteur. Kevin en sauveur. Heureusement que tu m'en as parlé. Tu vas voir, on va organiser la meilleure fête d'anniversaire de Julia. Tu ne me remercieras jamais assez. Et puis Robert qui était en victime, donc qui disait notamment à sa femme, Julia, lui dire non, t'es marrant, toi de toute façon il veut toujours faire à ma place, et puis ça lui fait plaisir, et puis je lui laisse. Quoi. Donc c'est un petit peu à la fois et le Calimero, et il n'arrive pas à affirmer son nom en fait. Le côté négatif du rebelle, de l'enfant rebelle, alors là on l'a vu chez Robert, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est excédé, on se rebelle et on devient persécuteur. Donc c'est à la fin quand j'envoie paître Kevin en lui disant, j'en ai rien à foutre. Donc on peut dire que c'est de la faute de Kevin, mais on peut dire que c'est aussi de la faute de Robert. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant dans ce modèle-là, je ne l'ai pas précisé au départ, c'est justement de dire, on va voir tout à l'heure le triangle dramatique, c'est que tout le monde est responsable. C'est pas de dire c'est de la faute à un, c'est pas parce que c'est lui qui a commencé que non. Parce qu'en fait, à chaque moment d'un conflit, on peut sortir. Une des deux personnes a le choix de sortir. Donc soit de jouer, là nous on a joué, c'est pour ça que la scène s'est terminée, on était en conflit, ou on a tous la responsabilité et la possibilité de sortir du conflit, y compris celui qui a été mis dedans. C'est pas toujours de la faute de celui qui a commencé, c'est aussi de sa faute, mais l'autre peut sortir, ou ne pas rentrer. Et enfin, le côté négatif de l'enfant libre, c'est qu'il est égoïste. Alors, on le voit, la figure la plus facile à voir, c'est les stars, les stars qui deviennent, vraiment avec la grosse tête, qui vivent dans leur bulle et qui oublient l'environnement à côté d'eux.
Et donc, j'ai dessiné ici un triangle, c'est ce que je vais illustrer tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique, qui a été... c'est Karpman, un psychologue aussi, qui a pensé à ce modèle, justement en analysant des tragédies théâtrales. Donc on le voit, persécuteur, sauveur, victime. Donc on le voit plus en détail dans ce slide-là. Donc c'est quoi le triangle dramatique? Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 personnes, ça veut dire qu'il y a 3 pôles dans lesquels, dans un conflit, on se retrouve. Donc typiquement, dans une scène de voisin, dans une scène de ménage, il y a toujours un persécuteur, un sauveur, un rebelle. Il y a souvent une entrée sauveur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient pour aider l'autre, soi-disant l'aider, mais comme le premier lui a rien demandé, rapidement, celui qui se fait aider, au bout d'un moment, il ne supporte plus la situation, et s'il n'arrive pas à en sortir en passant par l'adulte, ben, il va en sortir soit en s'écrasant jusqu'au jour où la cocotte minute va péter, soit tout de suite il va se rebeller et il va devenir persécuteur de l'autre. Donc c'est pas parce que c'est un triangle qui a 3 personnes, c'est souvent entre 2 personnes, avec une entrée qui peut être sauveur ou une entrée directe persécuteur-rebelle, persécuteur-victime. D'accord? Donc la victime ici, elle peut avoir 2 couleurs, c'est soit une victime qui s'adapte, et qui se, une victime elle est toujours adaptée mais qui se soumet, soit une victime qui se rebelle. Donc la victime qui se rebelle devient rapidement persécutrice de la personne qui au départ était persécuteur et qui ensuite se sent victime. C'est typiquement Kevin qui au bout d'un moment se sent quelque part victime de Robert. Vous me suivez là? C'est à peu près clair. Alors j'ai marqué peur au milieu parce qu'effectivement, souvent, voire presque tout le temps, le triangle dramatique, c'est derrière, si on va chercher, si on allait au niveau thérapeutique chercher les causes de ça, c'est qu'il y a des peurs derrière. Et donc j'ai rajouté en haut, si on ne veut pas faire le sauveur, bah, ce qui est important, c'est d'avoir une demande. Donc d'avoir une demande claire, c'est-à-dire que même si moi je veux aider l'autre, c'est de m'assurer avant de l'aider que ok, c'est ok pour lui, tu es d'accord que je t'aide, et puis voire même de se mettre d'accord sur les conditions de cette aide. D'accord ? Alors ce qu'on essaie de développer dans le monde de l'entreprise notamment, c'est ce qu'on appelle le triangle pédagogique, c'est-à-dire d'avoir le côté positif du parent, normatif, donc la protection. Donc c'est quoi la protection dans une société, dans une entreprise, dans un projet? C'est le cadrage, c'est quoi le cadre dans lequel vous évoluez? Une permission, c'est-à-dire ok, voilà le cadre, et maintenant faites ce que vous voulez. Et c'est dans ce cadre-là qu'on permet à l'autre d'exprimer sa puissance. Donc sa spontanéité, sa créativité, sa motivation, parce que le cadre est clair et parce qu'il sent qu'il a la permission. Donc c'est typiquement un fait, on peut vraiment faire l'analogie avec ce modèle-là avec l'enfant. C'est typiquement l'enfant, quand les règles dans la famille sont claires et qu'en plus il a des permissions et qu'il peut jouer et qu'il peut faire quelque chose, c'est beaucoup plus facile pour lui de se développer. Et donc ça, pour nous, c'est ce qu'on appelle l'espace du responsable. Donc ça, c'était la lecture à travers la T et le triangle, les triangles dramatiques et pédagogiques. Et ensuite, il y a un deuxième outil que je vais vous présenter et qui va servir de colonne vertébrale au temps théâtral d'après. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais aussi mis rapidement quelques exemples. Donc typiquement, pour voir comment ça fonctionne, un manager dit depuis son parent, pour ce projet, vous allez faire comme ça. Comment va réagir l'enfant du manager, l'état enfant du manager, en disant « d'accord, je m'en occupe ». Ça peut fonctionner, ça fonctionne très bien dans les sociétés paternalistes, ça fonctionne comme ça, mais on peut supposer que l'enfant du manager, il ne va pas vraiment se développer comme ça. Puis il va peut-être aussi cultiver du ressentiment, de la frustration. Donc comment on pourrait faire autrement? Le manager pourrait dire voici le nouveau projet, comment vous voyez les choses? Deuxième exemple, pareil, manager-manager, mais alors que c'est manager à gauche, manager à droite. Tu peux m'expliquer comment remplir le tableau de suivi? Et le manager qui répond, laisse, je vais m'en occuper ce soir. C'est sûrement une bonne intention, se dire, bon, t'as pas trop le temps, t'inquiète pas, je vais le faire, ça va aller plus vite. Et c'est souvent ce à quoi on est confronté dans l'entreprise, ça va aller beaucoup plus vite si c'est moi qui le fais. Sauf que ça empêche le développement de chacun. Donc une réponse plus juste aurait été de dire, ok, d'accord, je te propose de voir ça après déjeuner. Et un troisième exemple, pareil, manager. Donc, vu l'enjeu du projet, j'ai peur de ne pas réussir. Et le manager qui répond, avec ta formation, tu dois y arriver. Après, il peut utiliser un ton ou un autre, mais même s'il utilise un ton normal, il ne prend pas en compte, il ne traite pas la peur qui est exprimée. Donc une réponse plus juste aurait été de dire, ok, je comprends tes craintes, et ensuite, dans l'adulte, de quoi aurais-tu besoin? D'accord?
Donc, je vous parlais d'un modèle qu'on appelle le cycle de l'autonomie, qui est pas mal inspiré de l'AT, et c'est pour ça que aussi je voulais faire l'introduction sur l'analyse transactionnelle. Donc, le cycle de l'autonomie, c'est comment on peut développer l'autonomie dans une équipe, enfin d'une personne ou d'une équipe. Et donc c'est un cycle dans lequel on dit les 4 étapes que je vais vous décrire elles ont toujours lieu, d'une manière plus ou moins flagrante et plus ou moins importante. D'abord, on commence toujours par de la dépendance. Donc à gauche, si on va prendre l'exemple manager pour que ce soit lisible. Si à gauche on a le manager et à droite le manager il est avec tous ses états du moi, son parent, son adulte, son enfant. Le manager, dès qu'on rentre dans une nouvelle équipe, on est plus avec notre enfant, c'est-à-dire de savoir comment ça fonctionne l'équipe, quel est le climat ici, comment on a besoin d'informations. Donc on est dans une position basse par rapport au manager. Si je veux aller vers l'autonomie, je vais nécessairement passer par de la contre-dépendance. La contre-dépendance, c'est dire non. C'est-à-dire que pour que moi je me construise, pour que mes états du moi puissent se construire, il va falloir qu'à un moment, je me défasse de cette pression, même si elle est juste par posture du manager. Donc il va falloir que je dise non. C'est typiquement ce qu'on appelle la crise d'ado. La crise d'ado, il y a un moment, il faut un non. Donc des fois, elle est flagrante, des fois, elle n'est pas flagrante. Donc c'est la contre-dépendance. Et c'est nécessaire, on y reviendra tout à l'heure, c'est absolument nécessaire, et on passe toujours par de la contre-dépendance pour aller vers de l'indépendance. Et ça, souvent, les managers ont du mal à le comprendre. Ils ne comprennent pas le nom des managers, mais c'est un nom qui est juste humain. On va vers l'indépendance ensuite, et là, il ne faut pas confondre indépendance et autonomie. C'est quoi l'indépendance? C'est que moi, en tant que manager, j'ai réussi à me construire avec mes 3 états du moi, mais par rapport à mon manager, je ne suis pas encore complètement construit. Ce qui fait que je vais être dans mon coin, je vais me développer dans mon coin. Donc c'est comme de l'autonomie, sauf que c'est de l'autonomie tout seul dans mon coin. Donc c'est pas forcément riche. Et donc l'idéal à la fin, c'est d'aller vers ce qu'on appelle nous de l'interdépendance, où là, je suis indépendant et en même temps, je comprends que je dois aussi partager par exemple mes informations avec les autres, que je dois être égal avec les autres, et je ne fais pas les choses uniquement dans mon coin, je comprends les positions de chacun. Ça va à peu près? Alors, si on regarde les passages, les enjeux de chaque passage, pour aller de la dépendance à la contre-dépendance, qu'est-ce qui se passe? On perd le confort, parce qu'une relation de dépendance, c'est souvent une relation de confort. On entend souvent des managers, quand on voudrait qu'ils deviennent autonomes, disent « ouais, enfin moi, je suis tranquille, on me dit ce que j'ai à faire, je fais ce que je fais. Je fais ce qu'on m'a dit de faire, et puis je ne prends pas trop de responsabilité, c'est clair. Donc c'est assez confortable. Et par contre, on gagne le droit de dire non. Sauf que le non, parfois, ça ne se passe pas très bien. Quand on passe de la contre-dépendance à l'indépendance, on passe du « ce n'est plus la faute des autres ». Parce que quand on est en contre-dépendance, ici, on le verra tout à l'heure, ça dépend de ce qui va être joué, que la contre-dépendance, on arrive ici dans une situation qui est conflictuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est pas tenable. On ne peut pas rester dans la contre-dépendance. On ne peut pas rester avec un ado en crise d'ado. À un moment, il va falloir en sortir, sinon ça va friter tout le temps. Et souvent, quand on est en contre-dépendance, de toute façon, c'est la faute des autres. C'est pas de ma faute. Voire, c'est de ma faute et c'est de la faute des autres, pour ceux qui sont plutôt négatifs. Et on gagne le droit de se construire, donc de devenir indépendant. Quand on passe de l'indépendance à l'interdépendance, on renonce à travailler à son propre rythme. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on n'est pas tout seul au monde, qu'il y a d'autres gens avec nous, et que ce n'est pas suffisant de faire tout seul dans mon coin de manière indépendante, mais il faut que j'apprenne aussi à travailler avec les autres. Et on gagne la richesse du partenariat. Et il y a un autre passage que nous on appelle l'alterdépendance, qui est le fait de comprendre que l'interdépendance, c'est pas dans mon développement personnel, je deviens dépendant, je passe par là, une fois que je suis interdépendant, ça y est, je suis interdépendant pour la vie. Non, parce que demain, je rentre dans une nouvelle équipe et je redeviens dépendant. Même si hier j'étais manager, si demain je deviens manager dans une autre équipe ou je rentre dans une nouvelle boîte, il y a des nouvelles règles, donc je redeviens dépendant et je repasse par le cycle. Donc c'est comprendre aussi, accepter de travailler quelle que soit la relation, c'est-à-dire accepter que c'est juste que dans une équipe, il y a quelqu'un qui soit plus dépendant. Donc je vais l'aider à aller vers l'autonomie. Et accepter aussi que moi, quand je rentre dans une nouvelle équipe, je vais redevenir dépendant, même si juste avant j'étais super boss, où j'ai créé ma boîte, et demain je rentre dans une équipe, et il y a des règles, c'est pas moi. Je suis en position de dépendance, et c'est accepter ça. Donc voilà pour l'apport pédagogique. Et ce qu'on vous propose maintenant, Pierre vous le présenter, c'est une mise en situation interactive. Merci Christophe. Et puis une évacuation de notre MC.
D'accord, oui, à vos ordres, capitaine. Voilà. Je fais tout, moi, ici, enfin, c'est le prof. Alors, Donc voilà, donc j'imagine que vous avez bien suivi le cours. Là, ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est quelque part de pouvoir tester ce que vous avez appris à travers une mise en situation interactive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on va faire une mise en situation un petit peu comme au début, mais ça sera dans le milieu professionnel, plus que vous rencontrez tous les jours. Et très régulièrement, on va s'arrêter. On va s'arrêter et on va vous proposer un choix, une alternative, et on vous proposera de voter pour un cas de figure ou un choix A et un choix B. D'accord? En fonction de ça, on jouera soit une scène, soit une autre. D'accord? Et comme ça, ça vous créerait une histoire inédite. À chaque conférence, ça pourra être donc différent. Ok? On va revoir ça en live, le mieux, vous allez vite comprendre. Voilà, alors, petite introduction. Donc on va retrouver Robert. Robert qu'on a vu tout à l'heure dans son jardin aux prises avec Kevin. Mais on va retrouver Robert sur son lieu de travail, dans son entreprise. Donc il est toujours manager. Et il va devoir donc gérer un projet avec ses collaborateurs, et dont un de ses collaborateurs qui s'appelle Tony. Tu es prêt ? On y va. oui, monsieur le directeur. Non, mais c'est une super nouvelle depuis le temps qu'on attendait ce projet. Oui, enfin, on va mettre la gomme et enfin, on va faire vraiment un beau truc. Oui, non, j'ai bien compris que stratégiquement et financièrement, ce projet était super important pour la boîte. Dès que nous finissons notre conversation, là, j'appelle Tony, hein, ce sera lui qui sera le responsable du projet, et je vois avec lui comment tout organiser. Oui, le projet Bitchoum, ça y est, il est terminé. Oui, le client est très satisfait, je l'ai eu hier. Merci. Oui, on va essayer de faire pareil. Juste une petite question là, donc pour ce nouveau projet avec Megafun, le projet s'appelle toujours le projet Haricot. Ah oui, non, mais d'accord, non, mais si c'est le market qui a décidé, on va pas remettre en cause les décisions du marketing. Oui, eh bien en avant pour le projet Haricot. Oui, au revoir monsieur le directeur. Bon, il a raccroché. Je réfléchis. C'est très important dans ces situations parce que donc, je viens d'avoir la pression du directeur pour le nouveau projet Haricot, mais qu'est-ce que j'en fais moi cette pression? Je la descends, je la garde pour moi, je la partage. Alors, le projet Haricot, voyons voir. Choix. Si vous étiez dans la tête de Robert à ce moment, quel serait votre sentiment? Quel serait votre plan d'action? Choix A. Vous définissez seul la méthode de réalisation du projet et ensuite vous dites à Tony ce qu'il doit faire. Choix B. Vous convoquez Tony pour partager avec lui les enjeux du projet et lui confier éventuellement la réalisation de son projet. Ok? Donc c'est rappelé à l'écran. Qui veut voter pour le choix A? Levez vos mains. Ok. Qui veut voter pour le choix B? Bien. Okay. C'est surprenant, hein. Ok, ce que je vous propose, je fais juste une petite aparté, amusez-vous aussi pour les prochains choix. Vous pouvez essayer des choses, voir comment ça se passe. Puisque le chemin est assez long vers l'autonomie. On peut changer Non, là c'est très bien. Là, vous aurez l'occasion de changer. Donc on a une petite convention, là on ne joue pas, juste avant de jouer on fera un clac et on redémarrera, d'accord? Ok. Donc Robert convoque Tony pour partager avec lui les enjeux du projet Haricot et lui déléguer sa conception. Oui, bah tu peux venir dans mon bureau là. D'accord Robert, j'arrive.
Bonjour Tony. Ça va? Oui, oui, ça va. Le projet Bitchoum, bientôt terminé? Eh ben écoute, ça avance. Bon, ok, comme tu le sais, on a eu plein de problèmes au départ. Mais écoute, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que c'est réglé. Et même mieux, on a rattrapé le temps perdu au départ. Bon, bah, très bien. En tout cas, vous nous avez fait de belles frayeurs au départ. Hein. Écoute, si je t'ai demandé de venir, c'est pas pour ça. Très bonne nouvelle, je viens d'avoir le directeur. Ça y est, Megafun a enfin signé. Le projet Haricot est lancé. Haricot? Non, non, Si, bon, ils ont laissé Haricot. Je ne comprendrai définitivement jamais le marketing, mais bon, voilà. Je te répète pas que c'est un projet stratégiquement et financièrement hyper important pour la boîte. Je te refais pas le discours que je viens d'avoir pendant 10 minutes au téléphone. Juste une question, est-ce que tu as toujours en tête les enjeux, les objectifs du projet? Bah écoute, oui, on en a parlé la semaine dernière, donc moi je suis en phase. Si je suis ok, ça va changer. Non, ça n'a pas changé. Par contre, moi j'étais en train de réfléchir sur l'organisation et ce que je me disais, c'est que j'aimerais bien cette fois t'impliquer complètement dans la conception, voire même que ce soit toi qui organise le projet. Ah. Ah. Donc je ne sais pas comment tu vois les choses, comment tu penses t'organiser au niveau du planning, qu'est-ce que tu imagines? Choix. Si vous étiez dans la tête de Tony, lorsque Robert, le manager, lui dit « Bon, ben voilà, maintenant c'est toi qui vas concevoir le projet », comment vous sentez-vous? Est-ce que vous sentez la pression de Robert, et puis derrière Robert, la pression du directeur, et puis vous avez un petit peu peur de ne pas être à la hauteur? Choix A. Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait relever les défis, donc vous acceptez d'assurer la conception du projet et de le prendre à votre compte? Choix B. Donc qui vote pour le choix A? Tony sans la pression et a peur de ne pas être à la hauteur. On a été un peu orienté. Ou pas. Ou qui vote pour Tony aime relever les défis et accepte d'assurer la conception du projet et de le prendre à son compte. D'accord. Après, nous, on peut aussi... des fois, on voit un choix, puis on choisit un autre. Quoi. On a le côté arbitraire, le côté persécuteur arbitraire. Non, on va quand même choisir. Du coup, on va aller sur le choix A. Donc, Tony sans la pression. Et a peur de ne pas être à la hauteur. Faites-le. Ouais, Robert, je comprends bien les enjeux du projet Haricot, mais c'est du lourd là. Écoute, comment je me vois organiser tout ça, tout seul, comme ça, un peu du jour au lendemain écoute, franchement, moi ce que je préférais, c'est que tu nous dises comment faire, tu vois, ce serait quand même plus simple. Si t'as pas le temps, tu nous mets quelqu'un de compétent qui puisse nous assister. Mais là, comme ça... J'entends ce que tu me dis, Tony, mais en même temps, c'est quand même ton job. Donc tu dois bien avoir une idée de, je sais pas, comment t'organiser, quelle équipe mettre là-dessus, quelle solution technique mettre en œuvre. Bah oui. Enfin non, et puis si on se plante, comment ça va se passer avec le directeur? T'as vu comment il est en ce moment? Choix. À la place de Robert, à cet instant, quelle serait votre réaction? Choix A. Vous ne comprenez pas le problème de Tony, vous essayez d'insister en lui disant de se débrouiller. Après tout, c'est son job. Choix B. Vous comprenez les peurs de Tony et voyez avec lui comment l'accompagner au mieux pour qu'il monte en compétence. Procédons au vote. Choix A. Je ne comprends pas trop Tony, après tout, c'est son boulot, quoi. Ok. Choix B, vous le comprenez. Vous essayez de voir avec lui comment l'accompagner au mieux. Ouais, c'est quand même le choix B, je pense. Non? Ouais. C'est partagé, mais... Choix B. Merci. D'accord. De quoi tu aurais besoin? Parce que, donc, je comprends tes inquiétudes. Hein. C'est vrai que c'est un gros projet, il y a des gros enjeux. Bon, il y a le directeur qui met la pression, comme tu l'as dit. Bon, en même temps, on est bien d'accord que l'idée à terme, c'est que vous soyez autonome sur ce genre de projet. Ouais, d'accord, mais bon, le projet Bitchoum, par exemple, on s'est complètement raté au début. Enfin, ça a été une situation horrible avec l'équipe. Attends, je t'en parle. Enfin, tu sais quoi. Moi, je veux pas revivre ça. Non, mais je comprends. Et puis, c'est d'ailleurs tout honorable que tu puisses mettre ça sur la table et que tu le partages avec moi. Comment est-ce que je peux t'aider?
Bah écoute, tu vois, sur un gros projet comme Haricot, là, moi ce que je veux, c'est que déjà on voit ensemble pour l'organisation générale du projet. Et puis aussi tous les aspects techniques, toutes les solutions techniques, moi je veux qu'on voit ça ensemble, je ne peux pas faire ça tout seul. Non, mais ça, évidemment, il n'y a pas de problème. Comment tu veux procéder? Ok, je te vois venir. Écoute, ce que je te propose, c'est de refaire le point avec l'équipe. Avec Aurélie, Thierry, et Thierry surtout qui a vraiment mal vécu le projet, et puis Stéphane. On va faire une réunion ensemble, on pourrait peut-être lister tous les problèmes qu'on a eus, et il y en a eu. Et puis après, imaginer peut-être des solutions en face, et revenir vers toi avec ces solutions, et voir ce que tu en penses, si tu es en face, si tu es ok, ou si tu as des suggestions. Moi, ça me paraît excellent, ça marche pour moi. Choix. Donc, à la place de Tony, quelle serait votre réaction? Finalement, oui, vous faites votre réunion, mais vous préférez finalement montrer à Robert... Enfin, oui, pardon. Vous faites votre réunion, mais vous préférez montrer à Robert que vous pouvez être autonome et vous ne revenez pas vers lui pour partager avec lui où vous en êtes dans le projet. Ou vous faites votre réunion et suite à cette réunion, vous consultez régulièrement Robert sur les solutions techniques et l'organisation du projet. Choix A. Pardon, choix A. Donc Tony fait sa réunion et préfère finalement montrer à Robert qu'il peut être autonome et ne revient pas vers lui. Et choix B. Tony fait sa réunion et consulte régulièrement Robert sur les solutions techniques et l'organisation du projet. Partagé. Ah, c'est assez partagé. Vous voulez qu'on fasse, oui, vous voulez qu'on fasse Bah, refaisons. Allez, choix A, il veut montrer à Robert qu'il veut être autonome. Ou allez-y, votez. Alors 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et Tony fait sa réunion et consulte ensuite Robert régulièrement. 1, 2, 3, 4. Je pense qu'il y a un de plus là. Voilà. Donc, ce qui est gagné. Donc Tony fait sa réunion et consulte ensuite régulièrement Robert sur les solutions techniques et l'organisation du projet. Moi je dis Maroclap. Oui, oui, non, mais finalement, ouais, je suis rassuré, c'était pas si compliqué que ça, ouais. Oui Aurélie, bah écoute, c'est super le boulot qu'on a fait, moi je trouve qu'on est une super équipe là et l'organisation qu'on va pouvoir proposer à Robert est excellente. Ouais. Non, je pense qu'on va pas attendre la fin de l'organisation et de la phase de préparation pour en parler à Robert. Je pense que c'est important aussi de lui en parler et puis il a sans doute des bons conseils comme c'est lui qui gérait ça avant. Voilà, ça va déjà nous permettre de nous rassurer et puis de le rassurer lui. Voilà, tout à fait. Oui, alors je pense faire ça dès demain. Donc, ce que je te propose, Aurélie, c'est qu'on se voit plutôt vers 16h15. Très bien. Et de ça, bah, avec ça, j'irai voir Robert pour lui expliquer où on en est. Salut! C'est fini. Alors, un petit décryptage. Donc, à votre avis, où est arrivé Tony par rapport, donc, si je remets le cycle qu'on avait vu de dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance, où il en est arrivé? Donc, interdépendance, vous avez gagné, vous avez réussi à emmener Tony jusqu'à l'interdépendance, parce que c'est vous qui avez choisi, hein, parce que chaque moment. Alors, un petit décryptage de comment on en est arrivé là. Donc, bon, le directeur qui commande un projet important à Robert, Robert qui convoque Tony, donc effectivement, puisque c'était l'enjeu c'était sur l'autonomie, effectivement, bah, Robert, vous avez choisi que Robert implique Tony, ce qui était quand même assez logique comme choix. Alors, par contre, au niveau des triangles dramatiques, l'autre partie, elle était top, hein, au niveau théâtral, parce que ça clashait dans tous les sens. Si vous aviez choisi que Robert fait le truc dans son coin, il y avait des beaux clashs. Donc ensuite, Tony sent la pression et a peur de ne pas être à la hauteur. Donc c'est logique. Et là où il faut faire attention, c'est que c'est, enfin je dis pas par rapport à vous, mais dans le vécu normal, c'est que c'est logique que quelqu'un ait peur quand il y a un enjeu fort. Et souvent, cette peur-là, elle n'est pas traitée en entreprise. C'est-à-dire que c'est logique qu'on ait peur et c'est logique que le manager il tienne compte de cette peur. Donc il y avait là on vous avait proposé le choix où Robert ne tient pas compte de cette peur. Je crois que c'est toi Christophe qui a dit que le choix était orienté. Il l'était pas, parce qu'en même temps c'est aussi ce qui est vécu assez souvent, c'est que le manager il comprend pas trop cette histoire de peur, puis attends vas-y quoi, c'est ton job quoi.
Et donc là, il y avait aussi un autre beau triangle dramatique qui était créé, puisque du coup, Robert prenait une position plutôt de persécuteur, et du coup, on arrivait à Tony qui descendait et juste qui compris revenait à la contre-dépendance. Et donc ensuite, les choix, donc Robert comprend et puis demande comment l'accompagner. Donc là, ce que vous avez vu, Robert et Tony, quand Robert le comprend, c'était vraiment de l'adulte pur. C'est comment je peux t'aider, de quoi tu as besoin, comment tu veux qu'on procède. Ça, c'est vraiment de l'adulte. Et justement, quand il y a de la peur, quand il y a de l'émotion, quand il y a des choses comme ça, c'est revenir à l'adulte et puis aussi mettre l'autre personne dans sa responsabilité. Mais de manière, pas la mettre dans sa responsabilité en disant démerde-toi, mais voilà, de quoi tu as besoin, comment tu veux que je t'aide. Donc l'autre garde on laisse à l'autre le témoin et en même temps on lui montre qu'on est là pour l'aider. Et donc à la fin, Tony fait sa réunion. Donc là, le gros risque de Tony sur le dernier choix, c'était que, et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'une fois qu'on nous donne le projet, on le fait dans notre coin. Voire on a un petit peu peur de reboucler à chaque fois avec les tâches supérieures parce qu'on se dit de toute façon ils vont encore dire que c'est pas bien ou ceci ou cela ou ils vont me demander de changer. Donc du coup on préfère le faire dans notre coin en disant on va faire un truc super et puis après on va leur montrer qu'on a réussi et ça va être génial. Sauf que là c'est de l'indépendance et on ne profite pas des apports de l'autre. Et quand je dis interdépendance, c'est pas nécessairement avec la hiérarchie supérieure, c'est aussi l'interdépendance avec les autres équipes, avec d'autres personnes, d'autres compétences. Donc voilà. Quoi dire d'autre Alors le risque, oui, donc le risque à ce stade, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure dans l'apport pédagogique, c'est que quand on est en interdépendance, on oublie de comprendre que c'est normal que une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, qu'elle soit dans la dépendance, ou on oublie de comprendre qu'on est passé par là, quoi. Et puis on oublie aussi de penser que demain, si on a un projet et dans lequel on est nouveau, c'est nous qui devenons dépendants. On ne va pas arriver en disant voilà, moi je sais tout, voilà comment on va faire. Il faut aussi qu'on sache reprendre une position basse pour repartir sur un autre projet. Alors, si on veut maintenir cet état-là, parce qu'on parle aussi d'amélioration continue et puis de durabilité, donc pour maintenir, ce qui est important, c'est par exemple, si dans une relation manager-manager, c'est toujours de montrer le soutien, toujours montrer le partenariat, et toujours montrer, partage des infos, faire des régulations régulières, ce qu'on appelle des régulations, c'est aussi type rétro, mais rétro un peu plus aussi sur le côté relationnel, émotionnel, régulières, des débriefs, pour bien caler que tout le monde a les infos, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, bien faire ressortir les non-dits, pour être sûr de maintenir cette relation-là. Et puis ne pas oublier, on parlait d'enfants libres tout à l'heure, ne pas oublier de célébrer, de fêter les victoires, de fêter, de féliciter les gens quand le projet s'est bien passé, les bonnes idées et tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Voilà, c'est ça. On va passer cette dernière partie-là. On vous propose, si vous avez des questions par rapport à ça, par rapport au cours, par rapport à un rôle de jeu, par rapport à ce que vous voulez. Presque. Oui. Juste, est-ce que c'est possible de voir ce qui serait passé à la dernière solution dans le cas proposé? Voilà. Scène. Alors, soit on peut faire la scène, soit je la décris comme vous voulez. Ce que vous préférez. Je la fais. Alors, je la fais. C'est lui qui joue tout seul. Je vais Ouais, demander à tout le monde. Ouais. Christian, t'es prêt? Ouais. Tu t'es remis dans le truc. Oui, Aurélie. Non, mais je suis très content de ce qu'on a fait avec l'équipe. Là, c'est parfait. Voilà, quoi. En fait, je stressais pour rien. On n'a pas besoin de repères sur ce coup-là. Ouais. Ah non, attends, si on lui en parle, déjà, il va falloir qu'on revoie ensemble toutes les options. On va perdre du temps. Non, franchement, moi, ce que je préfère, c'est lui proposer le plan direct et complet. Et à la fin, quand on sera bien sûr de nous, là, on lui proposera. Non, on va pas voir avec lui tous les jours. Non, je t'assure, on fait comme ça. Salut. Voilà. J'avais juste une question. Oui. Dans vos scènes, vous dites au départ, à un moment donné, Tony s'est déjà, entre guillemets, planté sur le premier projet. Et on lui remet un deuxième projet en lui disant, tu t'es vautré pratiquement sur le premier, on te remet un deuxième. Et quel est l'intérêt de lui mettre un deuxième? Si on lui dit au départ, quelque part, t'as pas été bon, on lui dit, t'as été en difficulté sur le premier, on te remet un deuxième. Alors, on ne met pas plus dans la difficulté, même si on le dit quelque part qu'on l'accompagne. Non, mais il s'est récupéré pour le premier projet, il avait commencé difficilement, mais il s'est récupéré.
Tout à fait, merci. On s'est récupéré, on a même rattrapé le temps perdu au On peut départ. pas que la personne a peur en disant voilà, on n'a pas été très bon sur le premier, même si on s'est sorti. Quel est l'intérêt de mettre un deuxième? Alors, il peut y avoir plusieurs intérêts. Déjà, d'une part, parce qu'effectivement, nous, on est parti du principe qu'à la base, Robert s'occupait plus de la gestion. Là, ce qu'il veut, c'est donner quelque part le positionner Tony à un niveau supérieur, où il gérerait beaucoup plus qu'avant. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que souvent en entreprise, quand on a des projets qui tombent et qu'il faut les réaliser, on a les ressources qu'on a et il faut bien placer les gens, même si on sait que ce n'est pas l'idéal, là où on veut. Donc c'est un peu cette situation-là qu'on essayait de montrer. Mais il y a bien au départ une situation, on part sur une idée de changement. C'est-à-dire qu'avant, on a Robert qui manage un peu tout et qui veut quelque part faire monter en autonomie, en compétence, le collaborateur qui est Tony. Mais on n'atteint pas justement une limite dans la compétence. Parce que un des risques à un moment donné, c'est que la personne atteigne ses limites de compétence, on la remet sur un projet, là, c'est le premier, le deuxième sur l'autre, là, vous l'avez cramé complètement. C'est ce qu'on appelle le principe de Peter, c'est ça? C'est aussi le risque que effectivement j'exprimais c'est le côté protecteur du manager, où il doit savoir effectivement, et là vous avez raison, dans quel, doit pas mettre en difficulté le manager. Donc effectivement ça dépend après du projet. Si nous on a ajouté ça ici, c'était pour mettre aussi une petite dose d'instabilité dans le système, pour montrer que c'est complexe, quoi. Parce que c'est pareil, on fait du linéaire, c'est du modèle, mais après effectivement il y a la vraie vie. Mais c'est un modèle qui permet quand même de se positionner. Voilà, puis après les raisons de l'échec, on ne les dit pas. Ça peut être soit effectivement, comme vous le soulignez, ça peut être des raisons de compétence de Tony, et dans ce cas-là c'est vraiment dangereux de le mettre sur autre chose, soit des tas d'autres raisons qui font que ça n'a pas fonctionné. Ou la pression de Robert qui était trop forte et qui fait... Je pense que c'est ça. Oui. L'utilisation de la grille de Berne se fait en étant dans un mode strictement adulte. Oui. Vous pensez qu'il existe des techniques pour les gens qui ont justement du mal à se mettre dans un mode adulte et à rester dans un mode adulte? Est-ce qu'on peut utiliser cette grille et le cycle dans des modes qui ne sont pas des modes adultes? Moi en coaching je l'utilise régulièrement. Moi j'utilise beaucoup l'AT en coaching. Donc dans un mode parent très fort. Dans un mode parent très fort. Avec quelqu'un qui est en mode parent ou qui est en mode victime. Le fait de faire partager ça et de sortir ça, après ça se fait graduellement, c'est-à-dire que c'est pas en 15 minutes comme on l'a fait ici en rapide, quoi. Ça va être par exemple sur une session complète de coaching où on va d'abord parler, après ça dépend par quoi il vient. Souvent on rentre par le triangle dramatique, c'est-à-dire qu'avant de rentrer dans les états du moi et tout ça, on peut ne rentrer que par persécuteur, sauveur, victime, parce que des gens qui sont dans ces modes-là, souvent ça leur parle tout de suite. Moi je sais que je me rappelle encore le jour où on m'en a parlé la première fois, ça m'a éclairé une situation que j'avais avec quelqu'un et tout de suite, et je ne connaissais pas les états du moi. Donc on n'a pas besoin de parler des états du moi non plus pour parler du triangle dramatique. Et c'est très éclairant. Après, vu qu'on sait que dans la JT, l'AT est quand même assez utilisé, donc c'est aussi bien d'avoir l'éclairage des états du moi qui donne un peu plus de fond au truc. Mais je pense, personnellement, moi je le fais, je l'utilise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. On a l'impression que finalement cette technique-là, sur des sujets qui pourraient être des projets assez techniques, les managers n'ont presque pas besoin d'avoir des compétences techniques pour faire leur travail. Et voilà, ça pose question. Comme des techniques managériales Non, projet technique professionnel. Alors voilà, parce qu'actuellement, on voit quand même beaucoup de managers qui connaissent beaucoup moins la technique que leur manager et qui managent, et ça fait un peu peur quelque part. D'accord, alors par rapport à ça, c'est vrai que nous c'est un positionnement qu'on a, et puis on vient quand même beaucoup de la technique, on peut le dire, on sort d'une formation d'ingénieur plutôt technique. Donc il y a un moment, nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, et là où on veut un peu porter nos efforts, c'est sur le savoir-être. Et le savoir-être en opposition au savoir-faire, qui est quand même quelque chose qui est primordial, dont tout le monde parle en entreprise, contrairement au savoir-être. Nous, notre position, c'est de se dire qu'effectivement, on peut avoir la meilleure équipe du monde avec des savoir-faire tip-top. Si derrière, il n'y a pas de savoir-être, les gens ne savent pas se parler, ils sont tout le temps en conflit, ça ne va pas avancer beaucoup, quel que soit le savoir-faire. Donc l'idée, quelque part, pour nous, on voit un peu le savoir-être aussi comme un peu de l'huile dans le moteur, dans les rouages, qui font que ça tourne mieux, et on est persuadé que des équipes, même avec des savoir-faire un peu en deçà d'autres équipes, fonctionnent mieux s'il y a un savoir-faire ajusté, adapté aux choses. Et après, pour revenir, dernière chose par rapport au manager, dans le fond, le rôle d'un manager,
il me semble, c'est quand même plus sur l'humain, c'est de manager des gens, donc de régler la machine humaine que un savoir-faire technique. Même s'il faut qu'il le sache, aussi sache de quoi il parle quand même. Un minimum. Voilà, c'est bien. Ce qui est important, c'est que le manager soit conscient de ses compétences et de son manque de compétences. C'est-à-dire qu'un manager qui manage une équipe technique, qui n'est pas conscient qu'il n'a pas les compétences techniques, ça peut être effectivement un problème. Par contre, s'il en est conscient et qu'il dit, bon bah écoutez les gars, moi là-dessus techniquement, je ne peux pas vous aider. Par contre, qui va savoir, qui est conscient de ça, donc il va pouvoir se faire aider ou se faire accompagner, demander un avis tiers, ça peut fonctionner. Enfin, moi personnellement, quand je suis sorti de l'école d'ingé, j'ai été manager pendant 5 ans dans les télécoms, je n'ai toujours rien compris aux télécoms. Il ne faut pas m'en parler, je ne sais pas ce que c'est. Je faisais de la téléphonie mobile, l'installation. Après, j'ai fait ça sur le tas, mais c'est vrai que j'étais tout à fait conscient de mon incompétence et je n'avais pas de honte à la partager. Par contre, je faisais confiance sur la technique. Mais mon job, c'était la gestion d'équipe pour que ça fonctionne. Mais je pense qu'il faut... Le danger, c'est d'être conscient de ça. Enfin, et l'autre danger, dans l'autre sens, c'est le gros problème qu'on a, enfin moi je dis toujours ça en conf, le gros problème qu'on a en France, enfin, c'est surtout en France, hein, mais dans d'autres pays aussi, c'est que le mode de reconnaissance en France, c'est le management. Donc un expert, s'il veut devenir quelqu'un, il faut qu'il devienne manager. Donc on met des experts managers, qui ne sont pas des bons managers souvent, parce que c'est des experts, et au niveau humain, ils n'ont pas les compétences. Donc résultat, on perd un expert, et on gagne un mauvais manager. Et ça, c'est un problème de reconnaissance, y compris financière, des managers. Enfin, des experts. Aux États-Unis, les experts sont souvent mieux payés que les managers. C'est vraiment une spécificité française, ça. C'est-à-dire que votre question ne peut quasiment se poser. Il y a une vieille expression qui dit que normalement les managers savent manager et qu'en France, ils savent faire ce que les gens qui managent sont supposés faire. C'est un équilibre à trouver. Je crains, il me semble qu'on va Voilà, devoir on a explosé le timing. On a commencé tard aussi. C'est juste après pour les prochains. D'accord. Et donc, pour conclure, avant tout, merci. Juste une petite chose. Nous, on pratique ce genre d'atelier en entreprise où on ne propose pas la troisième partie, mais plus de faire expérimenter avec les participants en entreprise en les faisant jouer et expérimenter des nouvelles solutions, des alternatives à leur management. Donc voilà ce qu'on fait. Les thématiques qu'on propose aussi en conférence ou en atelier entreprise, mais aussi école, c'est effectivement en route vers l'autonomie, ce que vous avez vu, la communication efficace, la gestion du temps maîtrisé, comme je vous en parlais un tout petit peu dans ma présentation, une cohésion authentique ou alors des conférences même sur mesure. Notre site drôledejeu.com et puis merci encore de votre attention et vous avez été un super public. Merci.